Depuis quelques mois, je m'étais parfaitement rendu compte que le système nerveux de Sir Charles était sur le point de craquer. Il avait tellement pris à cœur cette légende dont je viens de vous donner lecture que bien qu'il aimât se promener sur son domaine, rien ne l'aurait décidé à sortir la nuit sur la lande. Pour aussi incroyable qu'elle vous ait semblé, Monsieur Holmes, Sir Charles, était convaincu qu'une malédiction terrible s'attachait à sa famille. Certes, les détails qu'il m'a fournis sur cette scène n'avaient rien d'encourageant. L'idée d'une présence fantomatique le hantait. Plus d'une fois, il m'a demandé si au cours de mes visites médicales nocturnes, je n'avais pas rencontré une bête étrange ou si je n'avais pas entendu l'aboiement d'un chien. Je me rappelle fort bien que cette dernière question le passionnait, que lorsqu'il me la posait, sa voix frémissait d'émotion. Le chien des Baskerville, Sir Arthur Conan Doyle. Bienvenue dans les Échos d'Arkham, un podcast dédié au jeu de rôle L'Appel de Cthulhu. Aujourd'hui, je ne suis pas accompagné de mon ami Guillaume, mais je suis tout de même très bien accompagné puisque c'est Arnaud qui m'accompagne pour cet épisode. Salut Arnaud. Salut Kevin. Alors, chers auditeurs, si vous ne connaissez pas Arnaud, je vous invite à aller écouter l'épisode intitulé « Dans l'univers d'Arnaud, collectionneur de jeux de rôle et passionné de Lovecraft », dans lequel nous avons pu l'interviewer et échanger autour de son parcours en tant que rôliste et fin connaisseur de Lovecraft. Mais aujourd'hui, Arnaud m'accompagne pour animer ce podcast qui accueille un nouvel invité. Salut Yellow. Salut. Eh bien écoute, merci à tous les deux d'être là. Merci à toi Yellow de faire toute cette route pour venir enregistrer au podcast Les Échos d'Arkham. Comment est-ce qu'on s'est rencontrés ? Enfin, en premier lieu, c'est surtout comment moi j'ai pu te rencontrer, puisque c'est grâce à un post Facebook que tu avais mis dans un groupe. Je ne sais plus lequel c'était, un groupe sur l'Appel de Cthulhu, mais je ne sais plus exactement lequel. Non, je ne sais plus vraiment, non, mais c'est les joueurs de l'Appel de Cthulhu. Ouais. Quelque chose comme ça, ouais. C'est un groupe français dans lequel tu avais posté un PDF sobrement intitulé « Crime, brouillard et châtiment ». Monographie critique sur les suppléments et scénarios fantastiques se déroulant à l'époque victorienne. Tout un programme. C'était un document fascinant pour les gens comme nous qui avons centré notre création de contenu sur le jeu de rôle de l'Appel de Cthulhu, puisque tu parles notamment de l'histoire de Cthulhu by Gaslight et de ses suppléments. Et c'est donc le sujet de notre épisode d'aujourd'hui. Yellow, comment est-ce que toi tu en es arrivé déjà dans le monde du jeu de rôle de façon générale ? Comme beaucoup de monde, en jouant à Donjons et Dragons dans les années 80, mais j'ai découvert d'abord le jeu de rôle comme ça, et puis après c'est avec l'Appel de Cthulhu que j'ai continué davantage, et j'ai plutôt laissé les aspects plutôt de conquête de points et de niveaux, tout ça, je m'y retrouvais pas trop. Par contre, le fait de jouer son personnage, un personnage vulnérable avec l'Appel de Cthulhu, et d'être plutôt là, ça donnait plus d'ouverture pour être dans le roleplay, et moi je me suis plus retrouvé d'emblée. Et après, dès que le jeu est sorti en France, je suis parti avec l'Appel de Cthulhu, et puis ça m'a jamais quitté. Et est-ce que tu as rencontré, entre guillemets, les écrits de Lovecraft avant le jeu de rôle ou après ? Alors quasiment simultanément, parce que je me rappelle avoir eu un catalogue de jeux des cartes entre les mains, et mon frère m'avait donné en même temps les bouquins de Lovecraft en les voyant, mais j'avais pas encore le jeu à l'époque. Et c'est comme ça, il m'avait raconté la nouvelle Herbert West avec le boxeur qui revient avec sa main, avec une main tranchée entre les dents, tout ça. Je me dis, c'est sympa, j'ai été bouquiner tout ça après, j'ai lu toutes les nouvelles dans les collections Présence du futur à l'époque, et puis après j'en ai acheté d'autres, puis l'intégrale Robert Laffont, puis l'intégrale Camus, voilà, plus récemment. Et puis voilà, c'est comme ça que c'est venu. Et puis en lisant aussi tous les auteurs à côté qui ont apporté des choses comme tous ceux qu'on connaît, Bloch et d'autres, et puis plus récemment Lumley et d'autres, qui ont nourri et enrichi tout ce que Lovecraft avait apporté.
Je rejoins tout à fait Yellow dans cette découverte du mythe Lovecraftien et du jeu de rôle Appel de Cthulhu. C'est tout à fait la même démarche, hein, ce dont on avait déjà parlé, à savoir... En revanche, moi, j'ai connu les écrits de Lovecraft avant, un petit peu avant, parce que j'ai eu la boîte blanche, la première boîte, l'Appel de Cthulhu, j'étais trop jeune. Et je ne faisais que lire le livre, en fait, que lire le contexte, le fascicule de contexte des années 20, et puis le livre de règles, mais sans vraiment rentrer dedans, parce que je devais avoir peut-être, je sais pas, 13 ans, 12-13 ans, c'était trop compliqué à aborder. Et le jeu est venu après, et en ayant lu les nouvelles de Lovecraft, j'étais baigné comme ça dans l'univers Lovecraft, et en même temps, dans les règles et dans le contexte du jeu de rôle, l'Appel de Cthulhu. Et puis ça s'est fait comme ça, et puis j'ai plus jamais lâché après, quoi. Voilà. Du coup, ça c'est pour la partie un peu l'Appel de Cthulhu de façon générale. Mais qu'est-ce qui t'a amené à Cthulhu by Gaslight? Quand j'étais déjà bien mordu au jeu l'Appel de Cthulhu, quand il est sorti, la boîte en carton de jeu des cartes est sortie très peu de temps après. Ils l'ont édité, je crois, 2 ans après. Et j'étais déjà un passionné de Sherlock Holmes et de l'univers. Et d'autres aussi, et de H.G. Wells et de Stevenson, enfin d'autres. Ça, j'avais tout cet univers-là, tous les écrivains de cette ambiance-là et cet univers fantastique-là. Déjà, j'avais beaucoup d'appétit pour cette ambiance un peu policière aussi, d'enquête complexe. Voilà. Je trouvais ça bien. Et je trouvais que les deux vraiment se mariaient bien. Et donc ça m'a semblé être une ouverture, moi qui m'a tout de suite intéressé. Et que j'ai investi tout de suite pour aller jouer sur cette époque-là. Je trouvais que les apports de ces écrivains-là et de Lovecraft, ça permet aussi d'aller explorer d'autres voies, parce que faire des scénarios avec à chaque fois le mythe de Cthulhu, je trouve que c'est des fois un petit peu redondant aussi. Il faut savoir trouver d'autres échappatoires. C'est bien de le retrouver. Et puis c'est bien aussi des fois d'aller faire des petites explorations dans d'autres univers. Et puis Gaslight, ça s'y prête vraiment bien, parce qu'on est à la fois d'autres auteurs qui viennent, j'en ai cité quelques-uns, mais il y en a d'autres. Et puis il y a aussi au niveau du monde dans lequel on va évoluer, il y a encore des zones inexplorées, il y a encore du blanc sur la carte avec des zones qu'on ne connaît pas. Voilà, le centre des continents, les pôles, voilà, tout ça est encore inconnu. Donc il y a encore des choses qui sont où on peut aussi partir dans le scénario d'exploration beaucoup plus encore que dans les années 20, mais c'est encore possible dans les années 20, mais il y a encore une dimension d'inconnu dans ce monde-là qui est beaucoup plus présente. Oui, tout à fait, avec les sources du Nil, par exemple, ou le monde perdu, enfin, toutes ces... complètement. Ouais. Je reviens sur cette monographie que tu as écrite. D'ailleurs, si on a envie de la retrouver, où est-ce qu'on peut la trouver, ce document? Alors, il y en a 2 d'ailleurs, j'en ai cité une, mais c'est vrai qu'il y en a 2. Il y en a même 3 maintenant, parce que j'en ai sorti une sur Invictus aussi, avec la liste de tous les scénarios Invictus publiés, mais les 2 premières sur l'époque victorienne. Donc la première, c'est la liste des suppléments et scénarios. La deuxième, c'est plutôt des conseils pour avoir un peu des références de livres, de vidéos, de films. Mais on les trouve sur le site tentacule.net, en fait, le site de Trouver Objet Caché. Ok, on mettra un lien dans la description de l'épisode sans souci. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire ces documents-là? Parce que c'est quand même des documents qui sont très fournis. Ils nécessitent certainement, tout à l'heure, après j'avais une question aussi, c'était concernant combien de temps il t'a fallu pour réunir toutes les sources, parce qu'il y a énormément de contenu à l'intérieur et c'est vraiment un travail de passionné, quoi. Déjà, quand on est un vieux joueur comme moi, on a eu le temps déjà d'en accumuler pas mal, donc on ne fait pas ça d'un seul coup. Et puis aussi, comme j'avais déjà pris un peu le pli d'en jouer souvent dans cette période-là, j'en connaissais déjà pas mal. Et c'est arrivé une période de ma vie où je me suis mis beaucoup à jouer en virtuel et à commencer à
une espèce de grande campagne en virtuel avec des joueurs et en fait à abattre plein de scénarios Gaslight qui s'enchaînaient dans le temps en fait. Donc, en 1890, ça a été jusqu'à 1901 en temps de jeu et sinon en temps réel ça a duré je crois 8 ans avec plus de 400 sessions de jeu qui se sont faites et 100 scénarios qui ont été joués. Donc j'en ai joué pas mal du coup, qui étaient des scénarios écrits du commerce, des scénarios plutôt amateurs qui étaient publiés sur Repository et puis beaucoup que j'ai fait moi-même aussi. Et en faisant une espèce de grande campagne filée comme ça dans le temps, j'en ai joué pas mal. Donc il y a ceux que j'ai éliminés aussi parce que je les trouvais pas à mon goût. Et au final, j'avais tout ça en main. Je me suis dit, je vais partager cette expérience et puis je vais réunir dans un petit doc tout ce que j'ai pu voir. Du coup, j'ai été chercher ce que j'avais pas après pour essayer de compléter les trous dans la raquette. Et puis, j'ai réuni ça dans un seul document avec tous les suppléments publiés dans ce que j'ai trouvé. Sûrement qu'il en manque encore. Et puis là, il y a une mise à jour à faire parce qu'il y a d'autres choses qui sont sorties. Et puis, on a la chance d'avoir enfin, alors que ça a été annoncé depuis des années, il est enfin sorti la nouvelle version de Cthulhu by Gaslight. Donc maintenant, il y a de quoi faire pour faire une vraie mise à jour avec les nouveaux scénarios qui sont sortis entre-temps et puis cette nouvelle édition. Oui, donc c'est un teasing que tu nous fais là. Tu vas bosser je vais dessus. Je vais le faire. Oui, je vais le faire. Il faut le temps de le faire, quoi. Eh ben, si ça te va, est-ce que tu as révisé un petit peu l'histoire de Cthulhu by Gaslight? Je la connais un petit peu, ouais. Parce que ça commence en 1985 avec l'auteur qui s'appelle William Barton, qui est également auteur du scénario de La malédiction de Shognathon, dans le recueil de La malédiction des Chtoniens, et qui est fan aussi de Sherlock Holmes, vraisemblablement. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus de ses démarrages? Je sais qu'il avait cette proposition de scénario et d'univers, donc Chaosium lui a proposé de le mettre en forme après, et il avait 2 gros scénarios à proposer en fait. Il avait un scénario Sherlock Holmes, il avait un scénario Jack l'Éventreur. Et ils n'ont pas retenu le scénario de Jack l'Éventreur, ils ont retenu le scénario Sherlock Holmes qui s'appelle Les Horreurs du Yorkshire, qui est d'ailleurs un scénario intéressant à faire jouer. Moi, je l'ai fait jouer plusieurs fois et il a ses petits inconvénients, on pourrait en parler. Mais celui qui a été publié dans la boîte de jeux des cartes. Voilà, et il était après publié en français dans la boîte de jeux des cartes, qui avait 2 livrets. Il y avait le livret dans la première édition de Cthulhu Gaslight, il y avait le livret de supplément de contexte avec tout ce qui la description de l'époque, de la ville de Londres à l'époque, les vêtements, la monnaie, les classes sociales, les personnes de l'époque, etc. Et il y avait par ailleurs le scénario, qui est un gros scénario, qui reprenait le lore de Sherlock Holmes, avec pas mal de personnages sherlockiens qui intervenaient dans l'histoire. Mycroft, Watson, les inspecteurs de Scotland Yard, Moriarty, on retrouvait beaucoup de personnages mêlés à une histoire liée au mythe de Cthulhu. Donc ça a été comme ça que la première version est sortie, sous cette forme-là. Et le scénario de Jack l'Éventreur, il a été mis de côté et il est ressorti plusieurs années plus tard dans le repository sous une forme un peu plus amateur. Non, c'était pas mon repository d'ailleurs, c'était Miskatonic University Library Association, MULA. Et c'est dans ce cadre-là qu'il est ressorti plus tard. Ok. Toi, Arnaud, tu as eu l'occasion de jouer ce scénario? Est-ce que c'est vraiment juste un scénario ou c'est plutôt une petite campagne? Parce que le livret, moi j'ai repris la boîte, et le livret du scénario est pratiquement aussi épais, voire plus que le livret d'explication du contexte, quoi. Alors malheureusement, je vais un peu te décevoir. Je n'ai jamais joué, ou très peu, de scénario Gaslight. Vraiment très peu. Okay. D'ailleurs, on pourrait en parler. Pourquoi? Est-ce qu'il y a quelque chose qui fait que... Parce que... non, il n'y a rien de particulier, parce que c'est un univers qui m'intéresse énormément. Mais je crois que c'est une question de joueurs aussi. On n'a pas encore trouvé les joueurs, ou j'ai pas su trouver les joueurs dans ma vie qui pouvaient être
Mais c'est encore un terrain à explorer. Ouais, ouais. Donc, ce supplément-là, enfin cette boîte, est-ce que c'était, oui, c'était déjà une boîte aux États-Unis. Elle va être traduite en français par Jeux des cartes. Elle va sortir en 1987. Et elle va contenir donc 2 livrets souples. Alors, dans mes notes, j'ai écrit qualité bof bof. C'est vrai que on peut peut-être en parler par rapport à la boîte de l'édition, la première édition américaine, ou même la deuxième édition française qui est la boîte blanche. On était sur des livrets qui étaient avec un glaçage, etc. Là, on est sur 2 livrets agrafés. C'est presque du fanzine, j'ai l'impression. Ouais, c'est du livret noir et blanc, mais à l'époque, on se pose pas ces questions-là. Donc, quand ça sort, on est content de les avoir. Il n'y a pas de... L'idée qu'on puisse avoir des trucs plus qualitatifs, c'est une question qu'on se pose aujourd'hui. Donc, non, c'était... Moi, c'est resté le supplément de référence pendant très longtemps, en fait. Parce qu'il n'y a pas eu... Les éditions ultérieures de Chaosium n'ont pas été traduites. Il y a eu une deuxième édition qui est sortie un peu plus tard, qui était quasiment la même. Puis après, ils ont sorti pour la V6 la 3e édition de Cthulhu by Gaslight, qui n'a pas été traduite vraiment. Et à l'époque, c'était Sandotour qui avait la main. Ils ont sorti une espèce de machin qui s'appelait Cthulhu 1890, mais qui était une catastrophe éditoriale, faut le dire, où ils ont fait des compilations de trucs sans intérêt, mélangés avec des règles, sur des fonds noircis. Alors là, pour le coup, la qualité, pour l'époque, était vraiment critiquable. Un catalogue du bon marché, en fait. Ouais, voilà, des agendas publiés in extenso, complètement inutiles, enfin... Bref, du coup, ça, c'était pas exploitable, vraiment, avec des gros livres qui étaient même pas faciles à utiliser. Enfin, du coup, c'est celui-là qui est resté la seule référence en français, en tout cas, et même jusqu'à aujourd'hui, tant que la nouvelle édition V7 ne sera pas traduite, c'est la seule qu'on a qui a été traduite en français en époque victorienne, qui tient la route et qui est exploitable pour un maître de jeu. Et justement, pour appuyer ce que dit Yellow, le fait que ce soit 2 petits livrets comme ça dans une boîte, au contraire même, je trouve qu'il y a un sérieux, il y a quelque chose... alors, l'abord peut avoir... l'aspect extérieur peut être austère, mais la qualité de ce supplément-là est incontestable, quoi. Et ça donne vraiment un sérieux et du crédit, je trouve. Et puis une petite touche un peu nostalgique aussi. Effectivement, comme le disait Yellow, on connaissait que ça, quoi. On n'avait pas du tout, il n'y avait pas de ligne éditoriale extraordinaire avec des super photos, oui, avec des graphismes en couleur. Avec des graphismes en couleur, non, vraiment, c'était pour le jeu de rôle, ça n'existait pas. Ok, en tout cas, vous répondez bien à mon interrogation. Du coup, donc pour vous, cette version-là reste encore aujourd'hui. Si demain j'ai envie de jouer à Cthulhu by Gaslight, je vais plutôt me diriger vers ça, quoi. Bah, en tout cas, si on veut avoir un supplément en français, c'est déjà la seule. Après, maintenant, il y a l'édition V7 qui est sortie chez Chaosium, qui apporte pas mal de choses et je pense va être la nouvelle édition de référence à la fois en anglais et bientôt en français, j'espère. Est-ce qu'on a une idée d'ailleurs? Est-ce que Edge a parlé d'une éventuelle traduction, de date ou pas du tout? Je crois pas qu'il y ait eu d'annonce faite sur le sujet. Tiens, et d'ailleurs à ce propos, peut-être que j'anticipe une de tes questions, mais la différence principale qu'il peut y avoir entre l'édition V7 actuelle, enfin dans les deux livres qui sont sortis, le livre du gardien et puis le livre du joueur, et cette première version et l'ancienne. Ils ont davantage présenté d'autres régions que l'Angleterre. Ils ont présenté le reste de l'empire colonial britannique, les États-Unis. Enfin, ils sont allés dans d'autres contrées pour commencer à les présenter. Et puis c'est un peu plus volumineux. Je crois qu'ils ont été explorer un peu plus aussi ils ont un peu plus exploré le lore globalement sous différentes dimensions, ce qui était un peu plus synthétique dans le premier livret. Ils se sont un peu plus étalés. Après, sur les scénarios eux-mêmes qui sont dans le livre du gardien,
Il y en a un qui était déjà publié dans les Sacrements du Mal, hein, donc le supplément qui était paru il y a très longtemps après, après la première édition Gaslight, et qui s'appelle le chef-d'œuvre de Nicolas Forby. Ça, il est réédité dans la nouvelle version de Chaosium. Et on a un nouveau scénario qui s'appelle Orange and Lemons, qui est une nouvelle production, et que j'ai pas lu encore. Ok. Après donc la sortie chez Descartes, donc ta monographie, elle reprend après un peu toutes les publications qui ont lieu SK. Est-ce que tu peux un petit peu nous développer un peu cette partie-là, pas forcément mentionnant toutes les publications, peut-être celles qui ont été les plus remarquables ou celles que tu as le plus aimées? Parce que c'est vrai que moi, j'ai jamais encore joué à la version Gaslight, mais dans ma tête, c'est vrai qu'il y avait la boîte des cartes. Après, j'ai pas forcément d'idée, je connais pas forcément les scénarios ou les suppléments qui sont sortis derrière. Alors, il y a trois gros suppléments qui sont sortis après chez Chaosium. Il y en a un qui n'a pas été traduit en français, qui s'appelle Dark Designs, qui étaient des scénarios un peu spéciaux d'ailleurs. Je pense que c'est pour ça qu'ils n'ont pas été traduits pour certains d'entre eux, qui faisaient référence vraiment à des aspects très particuliers du folklore britannique. Et bon, c'était le premier supplément de scénario à sortir. Le deuxième, c'était Les Sacrements du Mal, donc, qui est sorti. J'en ai ramené un exemplaire qu'on n'entendra pas, mais qui est juste là. Donc, qui est avec 6 scénarios plutôt bons d'ailleurs dans l'ensemble, et qui donnait vraiment envie de jouer en explorant différentes parties, c'est-à-dire à la fois la cathédrale de York, l'East End londonien à la façon de Jack l'Éventreur, la contrée britannique à la campagne avec la dentelle et la petite pelouse bien ordonnée. Enfin, on avait les différentes dimensions qu'on pouvait espérer retrouver dans l'univers, donc qui étaient bien dedans. Et celui-là, je le recommande particulièrement parce qu'il y a vraiment de quoi faire. D'ailleurs, c'est tellement vrai qu'ils ont repris un des scénarios de ce supplément-là pour le mettre dans la nouvelle édition V7. Et puis, il y a eu un troisième supplément qui est sorti ensuite qui s'appelait L'Aube dorée, Golden Dawn, qui était une sorte de campagne qui tournait autour de la société ésotérique de l'Aube dorée qui existait à Londres à l'époque victorienne et qui a été traduite aussi chez Jeux des cartes peu de temps après. Donc c'était les 3 suppléments qui étaient sortis. Après, il n'y a pas eu vraiment de grosses sorties en dehors de ça. Après, c'est resté une niche avec des petits scénarios amateurs qui ont été publiés soit dans les petites éditions parallèles de Chaosium, dans des revues, voilà, et ici et là, quoi. Donc après, dans le dernier supplément Cults of Cthulhu qui est sorti chez Chaosium il y a quelques années, il y a toute une partie victorienne aussi qui est dedans, qui montrait qu'ils étaient déjà en train de relancer la machine à ce niveau-là. Et quelles sont pour toi les différences notables, alors à la fois dans le jeu, mais la vie entre les années 1890 et 1920, hein, qui est un peu le cadre on va dire, de référence pour les scénarios de l'Appel de Cthulhu. Qu'est-ce qui va changer dans notre manière soit de jouer un scénario ou soit de le mener? Quelles sont un peu les grosses différences qu'on va faire en jeu? Alors, il y a un seuil technologique qui est très différent. Quand on va jouer dans les années 20, on a les automobiles, on a l'électricité, on a le téléphone facilement accessible. Voilà. Là, on est à l'époque encore de la machine à vapeur, on est en déplacement avec des chevaux, le téléphone est relativement rare et réservé à quelques bâtiments urbains. L'électricité, c'est pareil, c'est pas partout. Donc, on va pas avoir les mêmes références en termes de temps de déplacement, déjà il y a tout cet aspect-là qui est à prendre en compte. Passer un coup de téléphone pour contacter quelqu'un, il faut envoyer un télégramme qui va être livré dans la demi-journée, hein, c'est assez rapide, mais on n'est pas sur les mêmes échelles de temps, donc tout ça faut jouer avec aussi. Ça fait partie justement du plaisir de s'approprier un peu le contexte de l'époque. Et puis le voyage en attelage, c'est sympa, hein. Tout de suite, on est tout de suite dedans quand on commande un cab et qu'on a un cocher qui vient vous chercher. C'est pas pareil que d'avoir tout de suite
la voiture qui roule dans les rues de New York ou de Chicago. C'est aussi une autre atmosphère. Et puis, en dehors de ça, c'est aussi une époque de classe sociale vachement marquée, avec des pauvres très pauvres, des riches très riches. Alors, ça existe encore, mais à l'époque, avec toute l'aristocratie qui occupe le devant de la scène, les femmes complètement sorties du champ, qui sont soit à la maison, soit des prostituées, et puis qui n'ont quasiment aucun droit. D'ailleurs, ça peut donner de bonnes pistes de jeu, avec les suffragettes, avec des femmes qui justement s'affirment dans le jeu. Justement, on peut aussi jouer avec ça et pas le subir. Donc c'est des pistes intéressantes avec lesquelles on peut jouer, parce qu'il y a une vraie hiérarchie sociale entre les classes supérieures de la noblesse. On peut jouer un lord, on peut jouer et puis ceux qui sont dans les bas-fonds de l'East End, qui dorment dans la rue et qui les petits voyous à la petite semaine. Voilà. Alors c'est difficile de jouer les deux ensemble d'ailleurs. On peut jouer soit l'un soit l'autre, mais jouer simultanément dans une même équipe d'investigateurs, un lord avec un voyou des bas quartiers, ça va être un peu compliqué à marier, mais on peut jouer l'un ou l'autre, voire jouer deux équipes qui peuvent jouer ensemble dans le même scénario, mais séparément. Mais en tout cas, on peut jouer là-dessus, et c'est pas des après ça devient du jeu sous contrainte, mais c'est intéressant. Et quand on va jouer un scénario de Cthulhu by Gaslight, est-ce qu'on va forcément être en Angleterre ou pas du tout? Non, que c'est vrai qu'on parlait, tu vois, par exemple, les horreurs du Yorkshire, la reine Victoria, c'était alors oui, bien sûr, d'autres choses. Bien sûr, disons que ça va être la base, je dirais, c'est le camp de base, c'est joué à Londres. C'est joué dans le Londres de l'époque victorienne parce qu'il y a déjà énormément de choses à faire. On va se balader entre le British Museum, la Tour de Londres, etc. On va pouvoir jouer aussi avec des choses qu'on connaît encore aujourd'hui. Et puis dans le monde de Sherlock Holmes, le monde de Jack l'Éventreur, le monde de Dr. Jekyll and Mr. Hyde, on va jouer dans cet univers-là. Ça, c'est sympa. On peut aller à la campagne, on peut aller dans la campagne britannique, dans le Somerset, on peut aller en Cornouailles et dans les légendes de Cornouailles, on peut aller en Écosse, on peut aller en Irlande. On a aussi tout l'univers britannique. Il y a tout le passé aussi de l'occupation romaine qui est présent dans les nouvelles d'Arthur Machen et que Lovecraft a été un petit peu piqué aussi de son côté dans ses nouvelles. Dans Des rats dans les murs, on retrouve plein de passages qui font référence à l'occupation romaine de l'Angleterre. Et puis après, on peut sortir de là parce que c'est aussi une période de grande exploration du monde, donc d'exploration de l'Afrique, de l'Asie, de l'Océanie, de l'Amérique du Sud, même l'Ouest. C'est plus la période de la conquête de l'Ouest, c'est l'Ouest un peu sauvage, un peu celui de Red Dead Redemption pour ceux qui connaissent le jeu, sur les périodes victoriennes, on est à peu près ça, 1890-1900. Donc c'est une période où il n'y a plus vraiment... la terre est conquise déjà, il n'y a plus de guerre indienne, il n'y a plus tout ça. Mais ça reste une zone un peu intermédiaire où il y a une conquête un peu industrielle, du pétrole qui est en train de se faire. Ça reste un monde de sauvagerie, Celui de There Will Be Blood, par exemple. Et moi j'avais une question, Yellow. Parce que cette époque-là, en 1890, les sociétés secrètes sont très importantes, le spiritisme est important, l'occultisme est important, le mesmérisme, tout ça. Complètement. Et comment le mythe se révèle? Est-ce qu'il se révèle principalement à travers ces axes-là? Ou est-ce que... comment il vient perturber la société londonienne de l'époque, ou en tout cas, ou la société victorienne de l'époque, on va dire, Alors là, il y a différentes manières de le faire qui peuvent varier selon les maîtres de jeu ou selon les scénarios. Mais ça peut être une interconnexion entre ces sociétés secrètes qui sont en fait des portes vers des cultes beaucoup plus sombres. Ou alors c'est des choses qui évoluent en parallèle et qui ne sont pas forcément connectées entre elles.
Ça dépend de la manière dont on va le présenter. Mais souvent, ça va être souvent être le prétexte à une entrée en matière. Ça va donner le background à des personnages pour déjà avoir une sensibilité à des aspects occultes ou avoir déjà une connaissance de ces sujets-là. Et puis à pouvoir faire des connexions avec des choses. Et des fois, il y a des choses qui sont cachées, ce qui ne pensait pas être une société liée au mythe, finalement, en est une, mais seuls les plus initiés le savent. C'est comme ça que c'est présenté dans certains des suppléments ou dans certains des scénarios. Je ne veux pas non plus je veux pas divulgacher, donc je ne vais pas dire trop desquels il s'agit. Mais voilà, il y a différentes manières de faire se croiser ces aspects-là. Du coup, pour rebondir sur cette question un peu ésotérique, tout ça, en faisant un peu des recherches, tout à l'heure tu l'as souligné, mais où il y avait cette histoire de l'aube dorée. C'était une sorte de société, c'est ça, de secrète ou je sais pas quoi. C'était une société secrète. Alors il y en avait plein au 19e siècle et à Londres et dans le monde en général, parce qu'il y avait aussi tout ce qui était le spiritisme qui est né plutôt aux États-Unis. Les Rosicruciens. Les Rosicruciens qui étaient en France, en Allemagne, qui étaient beaucoup aussi en Angleterre. Les Rosicruciens se sont aussi croisés avec ces mouvements-là à différentes époques. Et oui, l'aube dorée a été assez influente à une époque avec des adhérents célèbres, Aleister Crowley ou le poète Yeats et d'autres encore qui en ont été membres. Et puis après, ils se sont déchirés entre eux, entre différentes écoles qui se sont opposées les unes aux autres. Et puis il y avait la société théosophique aussi, qui a eu énormément d'importance à cette époque-là, avec beaucoup de choses qui ont été racontées par leurs gourous et qui étaient des comment dire, des inventions pures et simples, de révélations qu'ils avaient eues en Asie. Du pur charlatanisme. Du pur charlatanisme. Avec Blavatsky. Avec Hélène Blavatsky, qui prétendait avoir eu des révélations, savoir où étaient les Atlantes, etc. Ça peut être très drôle à jouer. Mais on est encore dans très amusant. Puis des fois, c'est marrant aussi de voir à quel point des personnes qui pourtant avaient étaient des intellectuels brillants pouvaient être à fond dans des choses aussi être crédules à ce point sur des choses qui pourtant nous semblent assez énormes. Mais bon, on voit bien qu'aujourd'hui les gens sont prêts à croire à peu près n'importe quoi de ce qui peut circuler sur Internet, donc après tout, pourquoi pas. Et puis il y avait une forme de scientisme qui était très important, à savoir la méthode scientifique n'étant pas ce qu'elle est aujourd'hui, on était dans les balbutiements et on pouvait avoir des apports comme ça, comme tu le dis Hello, de charlatanisme, de spiritisme, comme pouvait faire Allan Kardec. Il y avait une espèce de mélange comme ça, assez brouillon, où des scientifiques, des gens se voulant être scientifiques, en fait, ne l'étaient pas, et ne comprenaient pas réellement le monde qui les entourait, et ils cherchaient une solution dans justement une révélation particulière, être élu, voilà. Et puis on retrouvait aussi un système de classification, c'est-à-dire qu'on rentrait dans un ordre et puis il fallait passer les premiers grades pour devenir atteindre le niveau supérieur et finalement être parmi les initiés, parmi les élus qui détenaient les secrets, etc. Donc on est dans ce système-là aussi. Ouais, ça me rappelle la campagne Les Ombres de Xototh, quand on est dans l'ordre ésotérique, comment il s'appelle Crépuscule d'argent. Le crépuscule d'argent. L'ordre hermétique du crépuscule d'argent. Est-ce qu'on a un scénario une campagne un petit peu comme ça, où on peut rentrer dans une société, notamment on parlait de l'aube dorée, où on doit grimper des niveaux la campagne de l'aube dorée est conçue comme ça, c'est-à-dire que les 4 scénarios vont se dérouler avec des personnages influents de l'aube dorée qui vont venir trouver les personnages pour leur proposer de répondre à une mission un peu discrète qui est liée ou non à la société secrète et qui va leur permettre de monter dans la hiérarchie de la société secrète en question. Et moi j'ajouterais un petit scénario que je suis en train de jouer actuellement, qui s'appelle Un message de l'art, qui est
Ouais, qui est autour des Rosicruciens à Paris. Ouais. Exactement. Avec le Sarpé là-dedans. Exactement. Voilà. C'est quel jeu? C'est dans le supplément Horreur Indicible, voilà, qui est un très bon scénario. Quelle est selon toi l'erreur à éviter, la grosse erreur à éviter quand on joue dans ce cadre de Cthulhu by Gaslight, que ce soit en tant que joueur ou en tant que maître de jeu? Alors, moi, je dirais vouloir le jouer comme si c'était n'importe quelle époque et le jouer comme si c'était les années 20 sans tenir compte du contexte de l'époque avec ses problèmes, c'est-à-dire ce que j'évoquais tout à l'heure, hein, les classes sociales, le fait que ce soit une société très machiste, etc. Je pense qu'il faut plutôt essayer de jouer avec et puis réussir à le domestiquer, hein, pour pas rester prisonnier de ça, mais c'est ça, il faut s'en servir, le fait qu'on est dans une époque différente. Moi, à chaque fois d'ailleurs que je suis j'ai joué dans d'autres époques historiques, c'est toujours sympa justement d'essayer de ça, tout en restant dans le jeu et sans se prendre pour des universitaires qu'on n'est pas, mais essayer de rester dans l'ambiance et dans le style d'une époque pour essayer justement de jouer avec. Donc de bien regarder les suppléments pour essayer de voir un peu comment on peut être dans le ton, quoi. Dans le ton simplement. Alors peut-être si tu aurais des conseils, tout à l'heure on avait dit tu avais écrit 2 monographies, une 3e en cours vraisemblablement. Sur la 2e, tu donnes pas mal de sources, de références, que ce soit des livres, des films, si je me souviens. Ouais. Est-ce que tu aurais des conseils pour les personnes qui auront envie de s'essayer à cette époque-là, à faire jouer un scénario dans cette époque-là? Oui, bien, il y en a plein. Moi, je dirais d'aller regarder du côté de Sherlock Holmes. Déjà, les nouvelles originales, les romans originaux de Conan Doyle, qui sont vraiment très sympas à lire et à voir. S'il faut les voir, il faut regarder la série avec Jeremy Brett, qui est pour moi la série de référence sur le sujet, où il a incarné le personnage, c'est une série qui est un peu ancienne maintenant, qui doit dater des années 80, mais qui est extraordinaire, mais qui est très bien, t'es d'accord? Ah oui, complètement. Ouais. Et puis, il y a un certain nombre de films plus ou moins bien. Moi, il y en a un que j'aime beaucoup, c'est La vie privée de Sherlock Holmes, qui est un film de Billy Wilder, qui était aussi un passionné. Il y a des sociétés sherlockiennes, hein, et encore aujourd'hui, il y a des gens qui se déguisent, qui vont aux chutes de Reichenbach en Suisse, ou ensemble déguisés en costume victorien. Enfin, il y a des gens qui le vivent le truc à fond. Moi, je fais pas ça, mais... C'est plus du GN, tu veux dire, ou c'est, Pas vraiment, c'est des amateurs. Il y a une société sherlockienne en France, hein, la société Sherlock Holmes de France, hein, qui existe, avec un site internet, on peut la retrouver, SSHF, où il y a toutes les références de Sherlock Holmes, tous les personnages détaillés, toutes les publications, tous les jeux, tous les livres, tous les films sont détaillés. Enfin, il y a un suivi. Et puis au niveau international aussi, hein, en Angleterre, aux États-Unis, partout, il y a des Sherlockiens. Donc c'est une communauté qui est très vivante. Et donc Billy Wilder, donc le réalisateur du film La vie privée de Sherlock Holmes, était un passionné de Sherlock Holmes aussi, et donc il a réussi à faire un film qui est truffé de références tout en ayant fait un scénario original qui est génial, et où Sherlock Holmes va être mêlé sans trop déflorer, va être mêlé à une affaire d'espionnage qui va le mener à Londres puis en Écosse. Ouais. Et c'est en même temps, comme c'est Billy Wilder qui est quand même un grand auteur de comédie, c'est aussi un film qui, tout en étant un film policier d'aventure vraiment bien soutenu, est un film qui est en même temps très drôle, quoi, où il y a beaucoup de références c'est un film aussi qui est vraiment bien mené de ce point de vue-là. Et qui était censé être un film fleuve de 4 heures, 4 heures et demie, et qui au final a été réduit à 3 heures, je crois, ou 2 heures et demie. Et c'est un film culte parce qu'il y a plusieurs scènes qui ont été tournées et qui ont été perdues, hein, et qui n'existent plus. Mais c'est un film à voir, ouais. Aussi en complément, vieux film de 1970, je crois. Avec une petite scène assez marrante de Watson dansant... Avec les ballets russes. Avec les ballets russes. Ça fait partie des choses assez drôles, ouais, au début, où Sherlock Holmes, comme
il est entrepris par la danseuse étoile russe, il fait mine d'être en couple avec le docteur Watson. Exactement. Et donc d'être homosexuel pour échapper à la danseuse qui lui fait des avances. Et Watson, après, lui en veut à mort. Très comique. Comment ça une espèce de comique de situation où l'autre, il est complètement bourré, en train de danser avec les petits rats de l'opéra. Puis après, il comprend que l'autre, il est en train de se servir de lui. C'est canonique, ça, par rapport aux écrits ou on est sûr, trop. Non, justement, il a joué avec le canon, mais tout en faisant énormément de références dedans, quoi. Donc ça, c'est pour la partie film et série. Et puis... après, il y a côté plus récent, il y a la série Penny Dreadful qui est sortie en 3 saisons et il y a Eva Green et d'autres acteurs dedans. C'est une série qui est très très bien faite, très fantastique, et où ils ont un peu réussi à mettre dans la même série toutes les références de l'époque. C'est-à-dire qu'on va retrouver du loup-garou, du vampire, du Dr Jekyll and Mr Hyde, du Dorian Gray, et ça aurait pu être un échec total et faire un copier-coller indigeste, et c'est très très bien fait. Ça se regarde très très bien, c'est très quali au niveau de l'image et tout, et ça se regarde bien. Vraiment, ça je recommande aussi comme référence si on veut quelque chose de plus récent. Et sur quelque chose qui serait complètement historique, film par exemple, un film qui pourrait être... faut lire Jack London, Le peuple d'en bas. C'est-à-dire, à un moment donné, Jack London, il a fait tout un tas de trucs bizarres dans sa vie, et à un moment donné, il a pris la peau d'un mendiant londonien. Il a été dans l'East End avec juste son fut et ses chaussures, et il a vécu la vie d'un vagabond dans les rues de Londres, à la soupe populaire, traînant dans les rues la nuit, avec les flics qui passent le soir pour pas que les gens restent sous les porches et qui les chassent. Donc les files d'attente dès le milieu de l'après-midi pour pouvoir avoir accès à un foyer, gagner 3 francs 6 sous par là. Enfin voilà, c'est pas très gros, mais c'est sympa. Ça permet bien de se mettre dans l'ambiance justement des bas-fonds londoniens. Et il y a un autre film que je peux recommander aussi, qui permet d'aborder à peu près tout d'un seul coup. C'est La Grande Attaque du Train d'Or, un film avec Sean Connery et Donald Sutherland. Et c'est pareil, c'est un film qui est un peu ancien, mais qui reste assez sympa à regarder. Et on va voir tout. On va voir la haute société, les bas-fonds, les criminels, les milieux de la banque et des affaires, parce qu'ils vont passer d'un milieu à l'autre pour une histoire de grand hold-up sur un train. Et du coup, on va avoir un aperçu à peu près global, à la fois de la société victorienne à Londres. De ce point de vue-là, c'est pas mal. Et puis le film est sympa aussi. Si tu avais un scénario pour débuter, lequel tu recommanderais ? Pour débuter, il y a pas mal de petits scénarios. Alors je pourrais plus forcément vous dire, mais dans ce que j'ai essayé de faire dans la petite recensement là des scénarios Gaslight, j'ai mis des petits pavés avec tous les scénarios qu'il faudrait pour débuter, ou si on veut jouer plutôt dans telle situation ou dans telle autre. Donc j'ai plus en tête là ce que j'ai mis dans ces blocs là précisément, mais je pourrais citer 2-3 scénarios qui pour moi sont vraiment des bons scénarios Gaslight, si tu veux. Il y a celui qui a été réédité dans la nouvelle édition de Chaosium, le chef-d'œuvre de Nicolas Forby, qui est un très bon scénario. Moi je l'ai fait jouer un certain nombre de fois. C'est un huis clos dans une petite maison à la campagne. Voilà, il y a un personnage qui est malade, qui demande à ses amis de venir parce que ça va pas fort. C'est sa femme qui leur demande de venir pour un peu l'épauler parce que ça va pas fort. Il a des maux de tête, il est mal au ventre, il est pas bien. C'est le petit-fils d'un peintre, le fils d'un peintre et d'un sculpteur plutôt. Et donc ils viennent pour venir. Il y a une histoire de trésor, il y a une histoire de ce qui apparaît dans le jardin. Enfin, il y a différents trucs qui se passent qui sont un peu difficiles à comprendre. On a du mal à les connecter les uns les autres. Et puis on est dans une petite maison coquette, dans une petite bonbonnière anglaise à la campagne avec le thé qui est servi. Et puis il y a des personnages qui sont bien
avec lesquels on peut jouer beaucoup, quoi. Le maître de maison qui a un sale caractère, son fils qui fait des petites farces. Il y a plein de choses qui sont, sympas à faire jouer pour les joueurs et puis aussi pour le gardien. Donc celui-là, je recommande vraiment. Il est traduit en français ou... Oui, il était dans Les Sacrements du Mal, D'accord. déjà à l'origine. Là, il est en anglais dans la nouvelle version de Chaosium. Je pense qu'il sera dans l'édition. Le jour, elle sera traduite en français. On croise les doigts. Et puis il y a un autre supplément qui est un peu plus dur à trouver, un autre scénario que j'ai ramené là, et ça s'appelle Starlight on the Gutter en anglais. Je l'ai traduit par Reflet d'étoiles dans le caniveau, mais on doit pouvoir le traduire autrement. Donc c'est un scénario australien qui a été sorti dans la gamme Cthulhu Eternal. En fait, c'est un vieux scénario qui était sorti à l'origine pour l'appel de Cthulhu et qu'ils ont ressorti. Il a la particularité de proposer aux joueurs de jouer une pièce de théâtre, en fait. Autour autour des proches d'Oscar Wilde, en fait, puisqu'il y avait à l'époque une compagnie, le livre en jaune. C'est une société d'intellectuels qui a réellement existé autour d'Oscar Wilde, des graphistes, des écrivains, des poètes, et qui était autour d'Oscar Wilde, et le scénario propose qu'il y ait les joueurs peuvent jouer soit des acteurs de la pièce, soit des personnes qui sont dans l'environnement de cette pièce. Il y a deux façons possibles de le jouer, mais si on joue avec des acteurs de la pièce, on joue à la fois toutes les répétitions avec le texte de la pièce qu'on a à faire jouer, qui est très court en fait, parce qu'on ne pourrait pas jouer un pensum énorme, mais il est adapté en fait, de pouvoir jouer pendant une partie de jeu de rôle, c'est très bien fait. Et puis à la fin, le final, c'est jouer la pièce complètement dans son intégralité. Et alors ça donne une expérience de jeu vraiment sympa, de pouvoir faire le jeu à l'intérieur du jeu. C'est vraiment quelque chose qui est original. Et puis si les joueurs sont bien motivés, on peut vraiment avoir une partie qui a beaucoup de relief. Ouais. Je tiens à dire qu'il m'a convaincu complètement sur ce scénario. Pour rester sur scénario campagne, quel serait ton scénario préféré ou ta campagne préférée, ou un dans lequel tu as un souvenir mémorable à nous raconter, bien entendu? J'ai fait un truc assez particulier. Alors c'est pas pour me vanter, mais c'était un truc un peu assez sympa. C'était de pouvoir clore la grande campagne que j'ai évoquée un peu tout à l'heure. Et on a fait une partie à plus de 20 joueurs. Parce qu'au final, comme j'ai joué pendant 8 ans avec je crois, presque plus de 40 joueurs différents, parce que ça se faisait en virtuel, donc il y avait plein de joueurs qui sont intervenus sur 8 ans différents. Et puis au bout de 8 ans, il y en a qu'on a perdu de vue, qui sont plus là, d'autres qui ont arrêté de jouer parce qu'ils en avaient marre. Qui sont morts. Peut-être. ou que j'ai achevé. Et il en restait quand même une vingtaine qui étaient encore dans le circuit. Et on a fait une partie finale avec plus de 20 joueurs, qui a rassemblé un peu tous les personnages qui restaient, qui étaient encore en vie, pour les remettre ensemble. Un peu dans la même idée, quoi, avec une pièce de théâtre finale qui a fait que la conclusion s'est faite comme ça avec eux. Et ça a été assez sympa de retrouver ensemble tous les joueurs. On a partagé des bons moments. Et puis ça a été c'est quelque chose qu'on fait rarement, quoi, d'avoir autant de monde réuni en même temps. Donc c'était assez scénarisé pour pas que ça parte dans tous les sens, mais ça a bien fonctionné. Oui, parce que du coup ça pose vraiment aussi la question de comment distribuer le temps de parole à chacun. Ça doit être compliqué. Ouais, forcément. Ouais. Mais là aussi, les joueurs avaient une pièce de théâtre à jouer, en fait. Donc ça a permis de répartir un peu le temps de parole entre eux, de manière. Puis après, il y a eu des parties un peu plus libres, mais bon, c'est bien fait. Sur cette campagne de 8 ans, est-ce qu'il y a au moins
un joueur qui est resté à l'intégralité ou pas? Quasiment, oui. Il y en a qui étaient là depuis le début, oui. Tout à donc fait. eux, ils ont vu la globalité comme toi, tu l'as vu. Ils n'ont pas tout joué parce que forcément, non, personne n'a tout joué, mais, à part moi. mais il y a eu des gros scénarios qui ont repris la campagne de l'Aube dorée que j'ai repris puis que j'ai beaucoup retrafiqué, redéveloppé pour l'avoir refait à ma sauce. Au final, ça a fait une très grosse campagne qui a été qui a duré sur de 40 séances toute seule, je crois. Ouais. Puis d'autres, après, ça a permis de faire des scénarios d'exploration en Inde, en Afrique, de faire plein de scénarios aussi aux États-Unis. Donc voilà, ça a permis d'explorer aussi des territoires différents, en Europe aussi. Ouais, ça c'est un aspect important d'ailleurs, c'est qu'on peut aussi jouer pas mal avec la politique de l'époque, avec la diplomatie de l'époque, parce que on est dans une période où il y a beaucoup de tensions entre les nations occidentales qui se préparent à la Première Guerre mondiale. Donc il y a beaucoup de jeux d'espionnage, il y a beaucoup de tensions qui se déplacent ailleurs, en Asie par exemple, les Britanniques qui redoutent l'avancée des Russes. Et des nations très coloniales. Et puis oui, on est en pleine période de colonisation, donc avec tout ce que ça peut avoir de terrible aussi en termes d'exploitation des hommes, des ressources, de tout ce qu'on veut. Donc c'est une période assez sauvage, assez meurtrière aussi de ce point de vue-là, parce que c'est la conquête des colonies à la Gatling, et à la mitrailleuse et à la canonnière. Donc c'est quand même assez impitoyable. Mais après, il y a Zulu, le revers de la médaille aussi. Oui, bien sûr. C'est aussi des choses qui sont intéressantes dans le contexte. Mais voilà, donc il y a aussi ça à intégrer, cette dimension diplomatique, militaire, politique, qui peut venir aussi nourrir les scénarios. Alors que dans les années 20, on va être sur la montée du fascisme, qu'on va arriver dans les années 30 après la montée des fascismes, l'hitlérisme en Europe, qui va venir peut-être par petites touches se greffer dans les scénarios. Là, on n'a pas ça, mais on a l'opposition entre les grandes puissances européennes à cette époque-là. Avec tout ce qu'on évoque là, c'est vrai que je me rends un peu plus compte de la possibilité de jeu, de la richesse aussi de tout de toute l'époque. Qu'est-ce qui fait selon vous que Gaslight n'a pas eu peut-être plus d'ampleur dans le monde du jeu de l'Appel de Cthulhu? Alors je crois qu'il y a un public, mais par contre, je pense que le problème majeur, c'est qu'on n'a pas eu de supplément depuis 1987 digne de ce nom. Ce qui a sorti Sans détour entre deux a été tout sauf quelque chose qui pouvait donner envie de jouer. Déjà, les volumes étaient vraiment très mauvais en termes de conception, et en plus ils n'ont pas sorti de scénario derrière. Donc c'était en plus, non seulement c'était impraticable comme supplément, c'était vraiment horrible, et en plus ils n'ont pas sorti de scénario dans la foulée. Donc c'était tout pour ne pas donner envie, donner de suite. Enfin, quasiment pas, quoi. Il y en a 2-3 qui ont été sortis, mais ça n'a pas été très structuré, quoi. Et voilà, donc ça, ce qui fait qu'il y a quand même un long laps de temps sans qu'il y ait de suppléments français qui sortent, entre la période jeu des cartes qui commence maintenant à remonter à longtemps, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de joueurs aujourd'hui qui n'étaient pas nés à l'époque encore, et puis ce qu'on doit connaître encore et qui n'est pas encore sorti. Donc c'est normal que là, il faut aller chercher en anglais, en fait, pour pouvoir jouer. Moi, je rejoins, je suis d'accord avec Yellow, et j'apporterais peut-être une touche un peu plus historique, dans le sens où l'approche de Cthulhu by Gaslight, c'est la période qui veut ça aussi. Ça demande beaucoup plus de travail pas intellectuel, mais de recherche, pour pouvoir s'immiscer dans ce monde de fin du 19e et début du 20e. C'est pas aussi... je pense que ça parle moins aux joueurs, ça aussi. Et puis c'est un contexte qui est beaucoup moins américain, puisque c'est un contexte d'empire, c'est l'Afrique, c'est l'Asie, c'est tous les mystères de l'Inde, et ça demande un peu une approche assez différente, et puis et pas immédiatement évidente, je dirais, pas immédiat. Le lien entre Lovecraft et la société fin du 19e, elle est moins évidente que l'Amérique des années 20, finalement. Mais elle est extrêmement riche et très intéressante.
Les procédés sont pas tout à fait les mêmes, c'est-à-dire que dans le scénario classique de l'appel de Cthulhu années 20, on va avoir une référence à à l'ancienne habitation des États-Unis par des peuples qui y étaient avant, donc on va être souvent sur les peuples, il va souvent faire référence à des peuples indiens qui étaient là avant, un vieux cimetière indien qui est voilà. On va souvent partir dans ces pistes-là, et dans les scénarios, on va souvent retrouver un peu ces clichés-là. Alors que là, on va plutôt être sur l'histoire avec un grand H, c'est-à-dire de l'Europe. Enfin, c'est pas que les Amérindiens ne sont pas de l'histoire avec un grand H, par ailleurs. Je dis une bêtise, mais c'est que on va avoir l'époque du Moyen-Âge ou l'époque de l'Antiquité qui vont être en référence, et dans lesquelles on va avoir des références du mythe qui vont venir s'infiltrer aussi avec les époques des sorcières ou de l'occupation romaine, avec des choses qui sont passées. Et ça, on va pas retrouver ça que chez Lovecraft, on va le retrouver aussi chez Arthur Machen, on va le retrouver chez Chambers, on va retrouver d'autres choses. Chez Washington aussi. Irving. On va retrouver on va retrouver Emer James, sur les histoires de fantômes. On va retrouver d'autres choses aussi qu'on va pouvoir aller relier aussi au mythe de Cthulhu. Ou pas du tout, parce qu'on peut aussi aller jouer dans des ambiances un peu différentes, genre steampunk, en allant dans la façon Guerre des mondes H.G. Wells. Voilà, on peut aller explorer aussi ces territoires-là en termes de jeu. Et ça peut être très sympa aussi, hein, la machine explorer le temps. Enfin, il y a des tas de choses qui sont aussi dans l'époque. Tu parlais tout à l'heure de la science, des savants fous. On peut aussi aller dans ce domaine-là en étant connecté au mythe ou pas. Du coup, on va sur la partie plus générale de l'appel de Cthulhu. Tout à l'heure, tu avais commencé à nous indiquer quelle était ta campagne, ton scénario préféré. Du coup, je te laisse un petit peu plus développer. Hein. Tu parlais du Jour de la Bête. Ah oui, le Jour de la Bête, j'étais parti là-dessus. Le Jour de la Bête, c'est la première grande campagne que j'ai fait en tant que MJ. Ça s'appelait à l'époque Funky Diogoth. Et ça a été, c'était une belle expérience de jeu. Je l'ai jamais refait jouer depuis d'ailleurs. Faudra que j'ai toujours dit que je le referais. Mais c'est là que j'ai compris que ce que je recherchais, ce que j'appréciais dans le jeu de rôle, c'est-à-dire que c'est une campagne comme plein d'autres où en fait on va voyager. On va en Europe, on va en Égypte, on va aux États-Unis, à différents endroits. Et puis je me rappelle avoir débriefé la fin du scénario qui s'appelle Les Sables du Temps, qui se passe dans le désert en Égypte. Et à la fin, on s'était dit, avec les joueurs, on était vraiment au milieu du Sahara, dans le sable, quoi. On l'avait vraiment vécu comme ça. Et c'était cette double dimension dans lesquelles on cherchait une expérience de jeu vraiment sympa. À la fois le fait de jouer un personnage, ça c'est ce qu'on attend en premier, mais aussi le fait de se projeter dans un univers. Et c'est là que j'ai compris en fait qu'on cherchait tous un peu la même chose et qu'on obtenait ça, c'est-à-dire d'avoir retrouvé, alors personne d'entre nous n'avait jamais mis les pieds en Égypte ou dans le désert, mais on y était, quoi. Et c'est après, en rejoignant, c'est toujours ça, c'est toujours ce trip initial que je cherche à retrouver, en fait. Est-ce que tu l'as retrouvé par la suite ? Ah ouais, complètement. Ouais, en faisant des scénarios qui sont passés en remontant l'Orénoque en Amérique du Sud avec des joueurs ou en faisant des explorations au Tibet avec d'autres. Ouais, complètement. Avec des moments que j'ai en mémoire, que j'ai l'impression d'avoir vécu alors que je n'ai fait que les jouer. Ouais. Et pareil pour les joueurs qu'on en a échangé. Ouais. Ouais, c'est quelque chose qu'on avait mentionné dans un ancien épisode, c'était que le jeu de rôle, c'est en fait on se crée des souvenirs. Parce qu'un souvenir, c'est quelque chose qu'on a vécu, mais qui n'existe plus, qui reste une information dans notre cerveau. Tout comme un souvenir de jeu de rôle, c'est quelque chose, pour le coup, qu'on n'a pas vécu réellement dans la vie physique. Par contre, le souvenir est toujours là, donc ça reste un vrai souvenir, en fait. Oui, c'est assez intéressant. Au niveau émotionnel, on a des choses en fait qui restent comme si on avait eu l'expérience vécue. L'expérience vécue. Après, ça rappelle un petit peu, on en avait, je pense, parlé durant ton épisode, Arnaud,
c'est la campagne par-delà les montagnes hallucinées. Donc que ça soit même dans la préface où on a Maxime Chatham et qui indiquait les deux, en gros, ils avaient l'impression d'avoir vécu sur la glace alors qu'ils n'avaient jamais mis les pieds, quoi. Et la phase préparatoire sur le bateau, où tout le... Tu comptes l'inventaire. Il y a l'inventaire, il y a toute la partie sur le bateau où finalement il ne se passe pas grand-chose puisque c'est juste, on descend lentement en Antarctique. Ben là on y croit aussi, quoi. Voilà. Et on a l'impression d'être sur le bateau, de vivre ces événements-là, limite avoir le mal de mer, je dirais, mais ouais, tout à fait. C'est d'une part très très importante. Et pour revenir à ce que tu disais concernant par exemple le Tibet, il y a une partie cartographique qui est extrêmement importante et exploration aussi. Et ça, c'est une part essentielle dans les scénarios de l'appel de Cthulhu, je trouve, où il y a cette mise en place d'exploration, de cartographie, mais assez systématique. Et je pensais au Tibet, tu parlais du Tibet tout à l'heure, à l'expédition Citroën, par exemple. Il n'y a jamais eu de scénario ou de campagne sur l'expédition Citroën à ma connaissance, mais je trouve que ce serait une super idée, quoi, vraiment. Alors, il y a un supplément sur le Tibet qui existe, qui est en grande partie Gaslight d'ailleurs, parce que le Tibet était à l'époque un pays indépendant et fermé. Ouais. Pas de relation avec les autres et qui ne voulait pas avoir de contact avec les autres pays aux alentours. Donc c'est assez fascinant d'ailleurs, parce que les Occidentaux n'avaient pas le droit de rentrer. Donc, d'ailleurs, c'est intéressant, parce que c'est une contrainte intéressante. J'ai écrit un scénario où il fallait que des personnages qui existaient déjà, et qui étaient pour la plupart des Britanniques, devaient aller au Tibet. Il fallait trouver le moyen qu'ils puissent rentrer, parce que normalement, des Occidentaux qui rentraient au Tibet se faisaient intercepter, ils étaient ramenés à la frontière illico, parce qu'il y avait des patrouilles qui étaient organisées. C'était très compliqué. Il y a très peu d'Occidentaux qui ont réussi à arriver jusqu'à Lhasa, ou alors ils étaient déguisés. Alexandra David-Nil, elle a réussi en étant grimée, et parce qu'elle parlait le tibétain, elle s'est fait passer pour une grand-mère pour arriver jusqu'à Lhasa. Ça a été super. Elle a risqué de se faire prendre plein de fois. Elle s'est fait prendre d'ailleurs plusieurs fois avant d'y arriver. Donc il faut réussir à jouer comme ça en étant quand même dans un certain réalisme et puis quand même arriver. Donc ça donne une contrainte, comment on fait pour... Donc après j'avais trouvé un truc et puis ça a marché, mais il y a des zones comme ça qui n'ont pas été explorées non plus, qu'on ne connaît pas. Donc ça peut aussi, ça peut laisser l'imagination se promener. D'ailleurs les écrivains de l'époque l'ont fait. L'Amérique du Sud, avec le professeur Challenger, Arthur Conan Doyle, il a écrit des histoires fantastiques avec des territoires, avec des dinosaures qui existaient encore. Voilà, Kipling, Kipling, l'homme qui voulait devenir roi. Alan Quatermain. Ouais, exactement. Les mines du roi Salomon. Tout ça, Donc Yellow, une petite question. As-tu toi-même écrit des scénarios pour Gaslight ? Alors oui, j'en ai écrit beaucoup, de deux manières différentes. Il y en a que j'ai écrit complètement de A jusqu'à Z, et puis ça c'est un certain nombre, je ne saurais pas dire un quart peut-être. Et puis l'autre partie que j'ai écrit, c'est pas des scénarios que j'ai vraiment écrits, c'est plutôt des scénarios que j'ai pris au départ, que j'ai adapté, et puis que j'ai fini par tellement adapter qu'à la fin il restait presque plus grand chose du scénario de départ. Des fois il restait plus que le titre, mais des fois il restait des bribes, des idées que j'avais gardées, mais tout en ayant fait de la pâte à modeler avec tout ça pour en faire autre chose. Donc il y a deux formules. Voilà. J'ai essayé de faire des scénarios, et il me semble que après c'est ce que les joueurs m'ont dit aussi, donc c'était pas que mon ressenti, des scénarios où les joueurs avaient des choix moraux qui n'étaient pas évidents, dans la mesure où ils commençaient le scénario un peu de manière un peu classique, en étant recrutés pour faire une mission, etc. Et ils se rendaient compte au final qu'ils n'étaient pas forcément du bon côté de l'histoire. Voilà, je me rappelle que c'était, au final, ils se rendaient compte qu'ils servaient une cause qui était finalement pas vraiment la bonne, parce qu'ils étaient un peu instrumentalisés, et je me rappelle d'un joueur qui a dit mais en fait, c'est nous les méchants, l'histoire, parce qu'ils se rendaient compte que finalement ils s'apprêtaient dans la lutte du bien contre le mal, un peu binaire,
classiquement du côté du bien, puis en final, il s'aperçoit qu'ils ne servaient pas les bons intérêts. Et sans savoir qu'ils étaient du mauvais côté, est-ce qu'ils avaient le même investissement ou Alors ça, oui, c'était marrant, parce que certains jouaient le pourri jusqu'au bout, et d'autres ont pu, au contraire, mettre le pied sur le frein. Ça dépend des joueurs et de ce qu'ils jouent, la manière dont ils jouent leur personnage. Et puis aussi, j'aime bien aussi, dans les scénarios que je fais, pas avoir une épreuve... Justement, j'essaye de sortir de l'idée que le mythe de Cthulhu, c'est forcément quelque chose de maléfique. Ça existe, voilà. C'est comme, on ne se demande pas si une araignée c'est mal ou si un poisson qui est dans l'océan, il est mauvais, il est là. Tout. Le mythe, il est là, et les créatures sont là, elles ont leur propre raison d'exister. On ne compte pas dans leur façon, on est indifférent en fait. Et donc il n'y a pas de mal par nature derrière. Et donc on est confronté à des puissances, mais qui ne sont pas frappées. Je préfère le traiter comme ça plutôt que comme ça évite de sortir d'un côté un peu binaire. Et puis j'aime manichéen, bien manichéen. Et puis comme ça, du coup, les gens qui sont qui peuvent être reliés à des cultistes, des sorciers, ne sont pas forcément des gens qui sont mauvais par nature, mais qui sont rentrés dans un système, qui ont été victimes d'une expérience de vie, qui sont lestés instrumentalisés comme ça et qui se retrouvent pris dans le jeu des événements. Donc je préfère le traiter comme ça plutôt que avoir le scénario où il y a quelqu'un qui est fou, donc il est méchant, et donc il y a toujours les raccourcis un petit peu faciles de certains scénarios. Il faut essayer de trouver un peu de la psychologie un peu plus complexe chez les PNJ. On est loin de l'époque où on tuait du gobelin. Hein. C'est vrai, ouais, ça, on va chercher autre chose. Tout à l'heure, en off, tu nous parlais un petit peu aussi de tout ce qui était l'époque victorienne. C'était une époque de transition, de boom artistique. Est-ce qu'il y a des artistes ou des personnes comme ça qui nous viennent de cette époque, ou qui sont des personnes qui étaient vraiment liées, ou en tout cas qu'on considère liées à cette époque? Ouais, on va si en s'écartant, en faisant pas de côté par rapport à Lovecraft, si on va chercher Chambers et le Cygne jaune, qui se déroule à Paris en pleine époque Gaslight aussi, on va être en plein dans ce Paris intellectuel avec l'absinthe, avec les poètes. On peut retrouver cette atmosphère-là. On va pas être si loin que ça des derniers romantiques comme Maupassant et d'autres, où il y a aussi une dimension fantastique. Donc on peut aussi aller chercher de ce côté-là. Donc il y a un scénario de Tristan l'Homme qui est associé à la campagne Les 5 Supplices, qui est une sorte de petit add-on qui peut être joué en plus, qui est directement inspiré du Horla de Maupassant, qui peut jouer en époque Gaslight par exemple. Et puis on peut aller jouer aussi à Vienne avec Freud, avec les mouvements de cette époque-là, les mouvements artistiques de cette époque-là, avec Klimt, avec l'Art Nouveau. Donc il y a plein de choses qu'on peut aller intégrer aussi en termes de background culturel, social, politique. C'est assez passionnant après à creuser pour enrichir en fait l'arrière-plan des scénarios, parce qu'il y a toujours des petites ficelles scénaristiques qu'on peut aller tirer, pour que ce soit pas seulement du décor, mais du coup on va chercher Freud et la psychanalyse très vite. On voit bien, si on va chercher du côté du rêve ou autre chose, là on a tout un univers qui peut s'ouvrir pour aller creuser des scénarios. Et puis là, Freud à cette époque-là, il est à Vienne, il est en train de commencer à développer ses théories, donc ça peut être une ressource intéressante par exemple. Et puis il y a un milieu à Londres même, il y a un milieu artistique et politique extrêmement riche, donc il y a de quoi faire. Ouais, donc Freud va nous aider à retrouver de la santé mentale entre deux scénars. En termes comme cure, ça doit être assez efficace, on peut imaginer, peut-être pas du tout. Je sais pas. On revient du coup sur un autre sujet
quelle est ta nouvelle de Lovecraft préférée? Et une question que Arnaud trouve toujours assez bizarre, c'est quelle est ton entité préférée dans le mythe? La nouvelle préférée, c'est pas forcément celle que j'ai préférée en termes d'écriture, mais c'est celle que j'ai préféré lire parce que c'est La Maison de la Sorcière. Parce que je l'ai lu en ayant la grippe. Et donc j'avais tellement la fièvre en le lisant que je l'ai vécu puissance 10. Et du coup, celle-ci m'a laissé une impression particulière par rapport à d'autres. Voilà, je l'ai elle m'a plus imprégné celle-ci, mais peut-être parce que j'avais la grippe aussi. Donc, mais sinon, et puis alors la créature du mythe, je saurais pas. Alors si la réponse facile, c'est Nyarlathotep, parce qu'il est multiforme et forcément on va le retrouver. On peut l'investir de 1000 façons. Et donc c'est quand même la réponse un peu d'évidence. Mais il y en a d'autres vers lesquels j'aime bien me tourner aussi. J'aime bien les créatures qui ont été créées dans la vallée de la Severn. Avec, je voulais t'en parler tout à l'heure. Igolonak, on n'a pas parlé, mais Igolonak, Glaki, enfin tout l'univers de Campbell. Ouais. Et il y a une part importante dans Gaslight, dans la vallée de la Severn, etc. Non, Alors ça assez peu au début, mais après il y a d'autres. Oui, ça a été quand même, un peu intégré ensuite. Ouais. Parce qu'on est dans le fin fond de la campagne anglaise. Vraiment. Oui, on est entre l'Angleterre et le Pays de Galles, là, dans la vallée de la Severn, donc c'est intéressant à exploiter aussi. Eh bien, cet épisode des Échos d'Arkham est maintenant terminé. Nous souhaitons remercier à nouveau Arnaud et Yellow de s'être prêtés au jeu aujourd'hui. Nous vous invitons bien entendu à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait, à laisser un commentaire pour nous encourager et puis également à nous partager vos anecdotes concernant Cthulhu by Gaslight. Messieurs, si vous avez peut-être un dernier mot avant de couper les micros. Non, merci à toi, merci Arnaud. Okay, merci Yellow, très honoré de t'avoir rencontré aujourd'hui. Et puis merci à Kevin, merci aux Échos d'Arkham. Bien, très bientôt sur les Échos d'Arkham. Ftagen!